Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de la Clusa pour les sommets du Digital 2019. Vous pouvez nous suivre à tout moment sur Twitter ou sur Facebook. Et bien évidemment, comme chaque année, vous pouvez tweeter avec SomDig19 ou SomDig et ou SomDig TV. Alors j'ai à mes côtés en plateau Laurent Buanec, directeur général adjoint de Twitter France. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Claude Crevel, vous êtes manager général de Thriller. Oui, bonjour Claude. Et Julie Pellet, responsable Europe du Sud d'Instagram pour le développement de la marque. Bonjour Julie. Bonjour. Alors merci infiniment à tous les trois d'avoir répondu présent, de bien être là avec nous sur les sommets du digital, où effectivement dans le micro ça peut aider. Hein. On va essayer de s'en souvenir. Ouais. Alors première question, elle est très très simple. Je crois que c'est tous les trois votre première fois au sommet du digital. Là comme ça à chaud, vous venez d'arriver. Comment, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'événement, par rapport à d'autres événements? Qui commence? Honneur aux femmes. Ah bah c'est moi qui commence. Alors j'ai loupé les sommets l'année dernière parce que j'avais justement un off-site aux US et donc je suis là cette année, je suis ravie et je pense que ça va être un super programme pour les 3 jours. Je sens les gens peut-être déjà bouillants, on l'espère, mais c'est plutôt chouette. Et vous? Bah oui, c'est aussi ma première fois au sommet du digital, mais là ça s'annonce très bien. Il y avait une bonne ambiance dans le train déjà pour venir. Tout le monde était content en arrivant avec la tartiflette. Ouais. Et puis là ça y est, c'est parti pour les conférences. Cliché, hein, tartiflette, montagne. On est venu là pour ça. La bonne neige et du soleil, donc ça voilà. Non, le truc qui est très sympathique, je trouve, c'est que ça a été dit tout à l'heure, tout le monde est participant. Et ça, c'est chouette. Il n'y a pas ceux qui sont sur scène, ceux qui ne le sont pas. Tout le monde va échanger tout au long des 3 jours et ça, c'est vraiment le bon côté. Il y a autant de savoir dans la salle que sur scène. Absolument. Alors, on va parler ensemble des influenceurs. Alors, le titre exact, c'est Les influenceurs, fantasmes ou réalité. Vous avez 3 heures. Moi, je reviens dans 3 heures. Évidemment, je rigole. La première question très très bête, hein, mais c'est quoi un influenceur? Est-ce qu'il y a une définition ou est-ce que ça dépend des médias, etc.? Je me lance. Ouais, tu te lances. Allez, je me lance. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement, alors j'y vais. Non, pour le coup, justement, c'est le gros problème. C'est que derrière ce mot influenceur, on met tout, n'importe quoi aussi, et c'est très compliqué. Et il y a à la fois un problème de définition, et il y a à la fois, du coup, un problème de la façon dont on va travailler avec des influenceurs, du coup, en fonction de à quelle typologie ils répondent, ou ce genre de choses. Il y a un vrai, par exemple, souci de confondre popularité avec influence. Qu'est-ce que c'est que l'influence? Et vous avez 3 heures. Claude? Oui, en alors fait, déjà, peut-être juste un petit mot sur Thriller. C'est quoi Thriller? Oui, alors je vais présenter Thriller en quelques secondes. C'est un nouveau réseau social qui permet très simplement d'éditer des vidéos en quelques secondes. On a l'avantage d'avoir signé des accords avec les majors de la musique pour permettre de faire des vidéoclips en toute légalité qui sont diffusables sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou le nôtre. Et donc on travaille avec pas mal d'influenceurs, comme on dit, pour justement faire connaître à la fois notre application mais aussi travailler avec beaucoup de marques. Voilà. Et ça marche bien puisque en 18 mois, vous êtes à 40 millions d'abonnés. Oui, on a plus de 40 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. La France est le 2e marché pour Thriller avec plus de 20% des utilisateurs. Et on est vraiment en très forte croissance. Ce qui n'est pas le cas, j'imagine, d'Instagram. La France ne représente pas 20%, donc c'est plutôt beaucoup. C'est un marché important. Peut-être que j'ai une bêtise. Oui, non. Avec 1 milliard d'utilisateurs dans la France, ça ne représente pas 20%. Ce serait étonnant. Ok, très bien. Et donc du coup, sur la question de c'est quoi un influenceur, comment vous voyez ça chez Thriller? En fait, il en existe plusieurs déjà entre guillemets catégories, mais comme l'a expliqué Laurent, on est vraiment aujourd'hui dans la difficulté de comprendre ce qui est un influenceur ou juste quelqu'un qui a une popularité soudaine, éphémère ou durable. Donc je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Ok. Et Julie, chez Instagram, est-ce que vous arrivez à définir ce qu'est un influenceur ou pas vraiment? Non, mais je suis assez d'accord avec la définition que Laurent a donnée. En fait, finalement, un influenceur, une marque peut être un influenceur, un média est influenceur. Donc, en fait, l'influence, c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est pas nouveau. Ouais. C'est juste que sur les plateformes et les réseaux sociaux, il y a des nouvelles personnes qui émergent et qui ont réussi à se créer une communauté. Et donc, du coup, on les considère comme influenceurs. Nous, on a une définition un petit peu différente pour aider justement les marques à s'accompagner et à avoir la bonne stratégie quand on parle de stratégie d'influence. On appelle plutôt les influenceurs plutôt des créateurs de contenu. Oui. Et donc du coup, comment on peut les orienter vers les bons créateurs de contenu avec lesquels elles vont pouvoir travailler et construire une stratégie dans la durée et pas seulement des coups de peau éphémères avec quelques personnes. Quand on est une marque, très concrètement, selon quels critères on va aller plutôt vers tel créateur de contenu plutôt que tel autre? Alors, je pense que ça dépend des marques, de leurs objectifs, etc. Je pense que la stratégie d'influence, à la base, ça se réfléchit et c'est plutôt une complémentarité avec sa stratégie marketing. C'est-à-dire qu'une stratégie d'influence, elle va être complémentée avec sa stratégie média et tous les autres finalement points de contact qu'une marque va vouloir développer avec son audience. C'est un complément. C'est un complément, bien entendu. C'est souvent de manière organique.
Donc c'est-à-dire que quand on va travailler avec des influenceurs, la plupart du temps, on compte sur les réseaux de communauté, mais c'est du contenu organique qui est créé. Et du coup, moi, je vois 3 grands piliers, en tout cas, qui sont importants pour une marque quand on parle de stratégie d'influence. Le premier, ça va être l'authenticité, en fait, de trouver les créateurs de contenu, je les appelle comme ça, parce que je les appelle comme ça, mais qui vont vraiment refléter les mêmes valeurs que la marque et de faire bien attention avec les personnes avec lesquelles on s'associe, parce que finalement, elles deviennent des représentants de la marque. Donc ça, c'est un premier. La deuxième, c'est la transparence. Je pense que les utilisateurs, de plus en plus, ont envie de transparence et d'être sûr que quand un influenceur et une marque travaillent ensemble, et bien que ce soit dit. Donc c'est marqué en partenariat rémunéré avec telle marque. Au moins, ça donne de la transparence à tout le monde. Et je pense que c'est assez... si on parle de long terme et de stratégie long terme, je pense que c'est très important de respecter la communauté et du coup d'être transparent. Et le troisième, c'est la mesure. Je pense que ça complémente un peu ce que je disais, mais une stratégie d'influence, elle est un complément des autres stratégies. Et de pouvoir mesurer l'efficacité pour une marque, c'est important. Et donc, comment on travaille sur cette mesure d'efficacité? On va y revenir. Claude, je repars sur la même question. Ouais. Si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on peut passer à celle d'après. Non, alors nous on est assez d'accord. On travaille donc avec beaucoup de créateurs de contenu, donc ils sont communément appelés les influenceurs, mais nous ce qu'on cherche à faire, c'est de les mettre en relation directe avec des marques pour que celles-ci puissent atteindre directement leurs audiences, donc sous forme de mini-clips vidéo. C'est ce qu'on propose aux annonceurs aujourd'hui. Le plus compliqué, en effet, c'est vraiment d'arriver à les conseiller pour vraiment arriver à cibler l'audience visée. Et alors justement, comment est-ce qu'on conseille Alors nous, on utilise surtout de la technologie pour ça, donc en fonction des critères d'audience, donc notamment Instagram pour ça est extrêmement performant et pertinent dans leur analyse. Ça nous permet d'avoir des données d'audience que l'on peut ensuite exploiter pour proposer à des marques un ciblage extrêmement précis dans le contenu. Comment est-ce que vous gérez chez Twitter? Est-ce que vous êtes en contact direct avec les influenceurs? Si oui, pour quelles raisons? Quelle est la nature de vos partenariats potentiels? Chez Twitter, on n'est pas agence, donc du coup, c'est vraiment un métier. Média. Mais est-ce que vous les recevez quand même régulièrement pour évidemment, ça reste. Si on parle de certains top influenceurs, on va dire, ça reste un petit monde, et du coup, oui, ça nous arrive de les rencontrer. Après, toujours sur le même sillon, et du coup, j'imagine que si on est déjà 3 à en parler, c'est qu'il y a quand même quelque chose. On est beaucoup plus sur le côté création de contenu également. Une fois de plus, c'est plutôt complémentaire, c'est-à-dire que certains aient de la popularité et capables de diffuser très rapidement, massivement quelque chose, pourquoi pas? Finalement, c'est un média comme un autre, et pourquoi pas? En revanche, du coup, la partie parfois authenticité, véracité et réellement influence et impact, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et en revanche, dès qu'on rentre dans le contenu, alors là, c'est intéressant, et du coup, nous, on a un service qui s'appelle Niche, qui justement est en charge de gérer, de mettre en relation certains travaillent avec les agences, mais aussi directement, des fois donc avec les influenceurs, les créateurs de contenu. D'ailleurs, quel que soit, c'est intéressant de le noter, quelle que soit la plateforme. On a des créateurs de contenu aussi bien sur Instagram, YouTube, que Twitter, que d'autres, peu importe. Voilà. Alors d'un point de vue ROI et efficience, est-ce que c'est payant de travailler avec des influenceurs? Ce que vous commenciez à dire, Julie. Alors, il faut demander aux marques, parce que finalement, c'est elles qui sont directement capables de répondre à ces questions-là. Des sons de cloche que vous avez, Mais oui, je pense que si justement on a bien travaillé sa stratégie d'influence, on est capable d'avoir des résultats. Et si on a fait quelques erreurs, ça peut aussi avoir un impact négatif. Donc, c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à sa stratégie d'influence. Mais oui, ça peut avoir des impacts positifs. Je vous donne juste un exemple, parce qu'on avait reçu le patron de Jonac, donc Marcel Nakam, qui est le DG de Jonac, un de nos événements, et il nous partageait devant tout le monde que justement lui, quand il fait des collaborations avec des influenceuses ou des créateurs de contenu, ça lui permet de générer et de vendre des collections très rapidement. Et donc une des premières collaborations qu'il avait faites, c'était avec Lisa Gachet, qui est la fondatrice de Make My Limonade maintenant, mais à l'époque elle était juste blogueuse. Et donc ils ont fait une collaboration où ils ont créé une chaussure ensemble, donc designé une chaussure ensemble. Et avant même, enfin ils ont fait un teasing sur Instagram, et avant même de pouvoir la mettre en ligne. Enfin, le site était déjà down, donc ils ont dû remettre des moyens pour pouvoir remettre le site en ligne. Très, très et en quelques heures, la collection a été écoulée. Donc, bien entendu, si on s'associe aux bonnes personnes, qu'il y a de la crédibilité de la part de ces créateurs de contenu, quand ils parlent de certaines marques, on est capable d'avoir de l'impact et de générer des ventes, bien entendu.
Du côté de Thriller et Twitter, est-ce que vous avez des sons de cloche, des échos des marques sur est-ce que ça paye de travailler avec des créateurs de contenu ou des influenceurs? Alors nous, de notre côté, on est quand même très récent dans tout ça, puisqu'on a commencé à monétiser et à travailler avec des influenceurs et des marques depuis seulement 4-5 mois. Donc sur les campagnes qu'on a menées, c'était plutôt des campagnes de notoriété qui ont permis en effet à des marques d'acquérir une notoriété suffisante en Europe pour pouvoir commencer à discuter avec des distributeurs, notamment des marques qui souhaitaient s'implanter sur le territoire, que ce soit en France ou en Espagne par exemple. Après, on n'a pas, nous, la fonctionnalité de commercialiser directement, donc on a moins de méthodes de calcul, on va dire, pour vérifier le ROI si c'est des actions d'achat. On est vraiment plus sur de la notoriété pour le moment, mais c'est sûr qu'il y a des moyens de calcul de ROI un peu différents selon les marques. Et chez Twitter, vous avez... C'est vrai que le sujet de pouvoir mesurer les performances jusqu'à l'achat, c'est vraiment très complexe, quoi. Et de savoir dans quel moment du funnel l'influence va jouer un rôle, est-ce que c'est au dernier clic ou pas, etc. Enfin, c'est éminemment complexe, quoi. Donc il y a encore un problème de modélisation, d'attribution. Il y a encore beaucoup, du coup, c'est aussi ça qui génère beaucoup de fantasmes. Le jour où on arrivera exactement à mesurer ça, alors là, on aura probablement la réponse à la question de base. Mais chez Twitter, il y a évidemment le haut des top influenceurs, voilà, ils sont généralement sur toutes les plateformes. Au-delà de ça, on est convaincu que nous, et c'est probablement le cas ailleurs, hein, mais que c'est la conversation qui compte. C'est du coup ce qui va engendrer, une fois de plus, c'est pas simplement la consommation de contenu impact, mais ce que ça va générer comme conversation. Voilà. Et du coup, ça, oui, ça on mesure, on a un Kantar, je crois, qui a mesuré qu'en France, on a genre plus de 60% des utilisateurs Twitter qui influencent les achats de leurs amis ou de leur famille. Et c'est intéressant parce qu'on est en train de parler beaucoup de numérique, voilà, enfin digital, mais il y a la vraie vie aussi. Et ça compte. Et c'est intéressant de voir, voilà, entre les top influenceurs et puis les fameuses micro-influences, les communautés. Alors, justement, c'est quoi un micro-influenceur? On en parle de plus en plus, mais... Belle transition. Du coup, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est cette capacité qu'a finalement... Peut-être que tout le monde individuellement déjà peut avoir une petite zone d'influence sur le numérique et dans la vraie vie. Mais au-delà de ça, c'est pouvoir agréger justement l'ensemble de ces communautés. Et c'est vrai que la notion de communauté et comment l'influence, c'est ni plus ni moins que pouvoir justement à un moment changer un peu le curseur en termes de comportement, par exemple, de perception ou d'achat, enfin voilà, selon les objectifs d'une marque. Mais ça va être ça, c'est cette capacité à bouger un petit peu ce curseur-là. Et ça s'effectue au sein de communautés. Et c'est vrai qu'on a, il y a plein de communautés. Des influenceurs de niche, c'est ça, hein, très il peut y avoir des influenceurs de niche. Simple. Exactement. Après, on parle beaucoup d'influenceurs sur la partie mode et beauté parce que je pense que c'est là où c'est probablement plus dynamique. De micro-influenceurs. Oui, de micro et d'influenceurs de manière générale. C'est-à-dire que l'influence souvent est corrélée à la notion. Mais en fait, il y a plein d'autres communautés où au sein de ces communautés-là, des gens qui sont peut-être moins sous le radar, on va dire, ont une réelle influence importante sur leur communauté. Alors, est-ce qu'on les qualifie de micro-influenceurs, ceux-là? Je sais pas, mais en tout cas, leur influence, elle est réelle. Chez Instagram, les micro-influenceurs. Déjà, nous, on va dire qu'on catégorise 3 niveaux d'influence, les micro-influenceurs, les macro-influenceurs et les méga-influenceurs. Les méga, pour nous, c'est les célébrités, en fait, c'est ceux qui ont une audience qui est juste incroyable. Oui, et puis c'est des célébrités qui vont avoir un acteur, des gens qui sont vraiment connus mondialement. Ensuite, vous avez les macro-influenceurs qui vont être les digital influenceurs avec des très grosses communautés. Donc, ça peut très bien être des communautés de plus d'1 million de personnes. Voilà, c'est à partir de combien un macro-influenceur? Il n'y a pas... Est-ce que vous réfléchissez dans ces termes? Non, on ne réfléchit pas forcément complètement à un niveau, personnes, mais ça peut être 300 000, 1 million... Après, les micro-influenceurs, oui, ça va être des gens qui vont avoir un impact sur des plus petites communautés. Ça ne veut pas dire que c'est que des communautés de niche, mais ça peut. Et je pense que des micro-influenceurs sur des communautés de niche ou une marque qui veut justement aller chercher des micro-communautés auxquelles ils n'ont pas forcément accès parce que la façon dont ils parlent ou même le fait de pouvoir... avoir des insights aussi pour pouvoir améliorer leur communication ou même leurs produits. C'est important qu'ils aillent chercher ces micro-communautés. Donc, du coup, des influenceurs sur ces niches elles sont importantes. Mais on a en tout cas ces 3 catégories. Et donc, du coup, ça donne aussi un terrain de jeu, en tout cas pour les marques, de réfléchir à les marques font quand je parle d'influence, à qui je m'adresse et comment est-ce que je le fais. Et donc, est-ce que les marques vont autant aller chercher des micro-influenceurs que des influenceurs macro-influenceurs, par exemple? Encore une fois, ce sujet est très difficile parce que ça dépend des marques, c'est au cas par cas. Vous prenez un
grand acteur de la beauté, peut-être qu'elle va avoir des gros ou des méga influenceurs et en même temps aller chercher des micro-influenceurs sur des communautés de niche parce qu'ils ont envie d'exploiter ou d'explorer des nouveaux domaines pour pouvoir se diversifier. Et je m'aperçois qu'on n'a pas vu un truc, c'est comment est-ce qu'ils collaborent les marques avec les influenceurs? Ils leur envoient des produits, ça c'est déjà un type de collaboration, ou est-ce qu'ils les rémunèrent forcément? Quels sont les différents types de collaboration? Alors, Laurent, tu travailles avec des agences, mais non, vas-y Claude. Tout est possible. Nous, dans notre cas de figure, principalement, ce sont plutôt des campagnes donc, sponsorisées, donc payantes pour les créateurs de contenu, mais que ce soit des micros ou des macro-influenceurs, ou alors on n'a pas encore de méga influenceurs parmi Thriller, mais on en cherche, donc si vous pouvez nous en présenter, n'hésitez pas. Mais en attendant, non, on travaille avec des influenceurs de toutes catégories. Après, c'est les marques qui font, comme l'expliquait Julie, une stratégie vraiment totale au niveau de l'influence, et donc ils ont tout intérêt à travailler avec des macros et des micro-influenceurs. Nous, on travaille uniquement sur du payant. Par contre, après, parfois, il y a de l'échange de visibilité aussi qui marche beaucoup. Notamment, nous, dans le monde de la musique, on travaille beaucoup avec les labels. Et là, par contre, c'est très rarement payant. C'est beaucoup de la promotion. Et les artistes font la promotion des influenceurs en contrepartie. Et chez Twitter, alors ? La question exactement, du coup, c'était ? La question, c'était comment, alors c'est pas du tout chez Twitter, vous avez fait bien de le dire, c'est comment est-ce que les marques travaillent autant avec des macro-influenceurs que des micro-influenceurs ? Je l'ai. Et quel est le type de collaboration ? Du coup, justement, et ça va refléter ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire que la façon de collaborer avec les influenceurs, et notamment sur la mode de rémunération, va beaucoup varier, notamment en fonction des types d'agences. En gros, il y a une façon de travailler en pur RP, et donc des boîtes qui se sont créées là-dessus, ou des plus traditionnelles, mais qui du coup ont intégré dans leur offre vraiment une approche très RP, très vraiment individualisée de la relation avec l'influenceur, passer beaucoup de temps avec eux en permanence ou autre et créer ce lien. Et du coup, il y en a peu, mais c'est souvent les mégas. Et puis en revanche, va y avoir sur les micros, ça va être d'autres types d'agences qui, eux, vont plutôt travailler sur des contenus qui vont pouvoir être partagés par des tonnes de personnes, en fait. Et du coup, on est sur d'autres types de rémunération, ou pas d'ailleurs, parfois c'est organique. Dernière question, rapidement. Enjoy Phoenix, que vous devez tous connaître, qui est donc une méga, j'imagine, influenceuse. En tout cas, elle fait plusieurs millions de vues. Alors, elle est peut-être à la jonction. Enjoy Phoenix donc, a annoncé il y a quelques mois sur une vidéo sur YouTube qu'elle se retirait de toutes les listes de relations presse avec lesquelles elle travaille depuis plus de 7 ans, car elle recevait des colis tous les jours de marques qui, très souvent, dans même la majorité des cas, n'avaient aucun lien avec ces sujets. Est-ce que c'est pas un peu la limite de l'influence ? Est-ce que les marques, mais font pas un peu n'importe quoi et se disent juste, tiens, il y a des millions de vues par ici, j'envoie des trucs, même si ça n'a rien à voir ? Si ? Je vais répondre oui, je pense que c'est un peu la limite. Je pense qu'encore une fois, la crédibilité est hyper importante. Et pour une marque, on parle de l'influence et on parle du côté positif, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention aussi au côté un peu plus négatif de la marque, de perdre sa marque, de perdre son identité. Et c'est pour ça que ça doit être encore une fois une stratégie complémentaire. Quand vous faites des campagnes médias, vous êtes capable de mesurer l'impact parce que vous distribuez le message et vous êtes capable de mesurer l'impact. L'influence, c'est là où c'est encore un peu flou, donc je pense qu'il faut faire attention. Et donc du coup, cet exemple-là avec Enjoy Phoenix, je trouve que d'ailleurs c'est assez courageux de sa part de le faire. Mais oui, on ne peut pas être porte-parole de tout le monde. Et si à un moment donné on veut avoir de l'efficacité, et il faut être sûr de travailler, même en tant qu'influenceur, travailler avec les marques qui résonnent avec ce qu'on raconte, avec ses valeurs aussi. Il y a beaucoup de personnes qui décident de travailler aussi parce qu'on partage les mêmes valeurs ou les mêmes convictions. Et je pense que ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et je ne sais pas si vous le voyez sur vos plateformes, mais je pense qu'en tout cas, c'est un vrai sujet. Et attention aux marques, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau de l'influence. Il y a un bon équilibre à trouver. Il y a une vraie responsabilité, je pense, de tout l'écosystème. Et ça commence notamment par les marques. Il faut faire attention à la façon dont on travaille avec les influenceurs. Effectivement, c'est courageux de sa part de le faire. Ce qui est intéressant dans le prisme, c'est qu'elle, du coup, va d'elle-même se retirer parce qu'elle est sursollicitée et qu'elle va considérer à juste titre que derrière, il n'y a plus de crédibilité. Mais à contrario, vous discutez, et sur Twitter, il y a plein d'agences qui s'en font l'écho. Eux sont harcelés tous les jours de pseudo-influenceurs qui les harcèlent pour pouvoir tester des tonnes de produits. C'est-à-dire que le système est quand même devenu très pernicieux. C'est dans les deux sens que Exactement. Ça marche. Donc voilà, mais il y a nécessairement une vraie, pareil, sur un modèle de aujourd'hui c'est quoi réussir sa vie. Si pour certains le modèle, ça devient notamment cette popularité d'avoir du chiffre en nombre d'abonnés, d'engagement, ce genre de choses, sans fond ni rien. C'est des modèles quand même qui ne sont pas des plus sains, et alimenter le système, notamment en les rémunérant,
ça pose des questions. Le mot de la fin versus, pub versus influence. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça ou est-ce que ça se complémente? Claude. Je crois qu'on l'a assez dit, c'est très complémentaire, c'est un ensemble. Mais il y en a un qui marche mieux que l'autre ou on peut pas dire comme ça parce que ça. Alors il y a des études qui disent que peut-être pour les jeunes générations, la Gen Z ou les millennials, ça a peut-être plus d'impact, le côté brand content et marketing d'influence. Après pour le moment c'est pas encore, ça reste à vérifier sur du long terme je pense. La recette c'est peut-être de mêler les deux. C'est comment une marque peut travailler avec un créateur de contenu et sponsoriser ça parce que justement ils ont travaillé le message et le contenu du message ensemble et on a de plus en plus d'exemples qui le font bien et je vous donne un autre exemple, alors ça concerne encore la mode, je suis désolée, mais Elsa Muse qui vient de faire une dernière collaboration avec Sarenza, ils ont créé une paire de chaussures, un design à son effigie et quand on voit la paire de chaussures, ça ressemble exactement à l'univers d'Elsa Muse. Et donc, du coup, vous avez à la fois l'influence d'Elsa Muse, à la fois l'influence de Sarenza pour promouvoir un produit. Et c'est peut-être ça aussi, la création de contenu ou la création de produits ensemble. Dernière question, après j'arrête, promis, c'est la première fois que je dis ça. Aujourd'hui, vos plateformes sont encore totalement dans le coup, a priori, surtout Thriller qui vient de naître, mais enfin Instagram et Twitter aussi. Comment est-ce que vous faites pour ne pas... est-ce que vous anticipez le fait de potentiellement vous faire ubériser un jour et comment est-ce qu'on reste dans le coup? Je ne vais pas répondre à cette question. Moi. Merci. Non, en fait, pour le coup, c'est assez simple. Ça commence par avoir beaucoup d'humilité, de se dire qu'effectivement les choses vont très vite et rien n'est jamais acquis. Donc aussi bien, effectivement, même si ça va bien pour nous en ce moment, on sait que ça peut se retourner très très vite. Donc il faut toujours avoir au cœur un peu quelle est aussi la mission. On parle beaucoup de mission et de purpose pour les marques ou autres. Et il s'agit de savoir également, nous, comment on se définit autour de ça. Et puis derrière, on est aussi des boîtes tech, on va pas se mentir. Et du coup, c'est vrai que ce qui fait l'unicité d'une plateforme et d'une proposition, du coup, nous préserve quand même après, libre à chacun de développer également. Mais il y a des propositions de valeur qui sont quand même assez uniques et pour l'un et pour l'autre. Donc, du coup, Julie, j'aime ce propos sur l'humilité. Je pense que justement, non, mais c'est vrai. Pour nos plateformes, je pense qu'il est hyper important, c'est de continuer à être à l'écoute et d'observer notre communauté et de voir aussi certaines tendances émerger et de pas d'ailleurs se regarder que nous-mêmes. Mais c'est bien de regarder tout ce qui se passe en dehors de nos plateformes pour pouvoir continuer à innover et proposer des outils qu'en fait nos utilisateurs et les membres de la communauté en fait demandent pour pouvoir s'exprimer et aller beaucoup plus loin. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de rester dans le coup. Ce sera le mot de la fin. Laurent, Claude, Julie, merci infiniment d'avoir participé à ce plateau. Je vous souhaite de magnifiques sommets du digital. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Charlotte Bricard qui va interviewer Alexis Poulain. Restez en ligne.